Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous d'actualité quotidien proposé par les membres de la rédaction de 8 Mont-Blanc en direct à la télé et sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le programme est chargé. Nous accueillerons notamment Jean-Philippe Fage, nouveau président du mouvement démocrate de la Savoie. Il sera question de culture avec le Festival de cinéma européen des Arcs, sans oublier comme tous les lundis Sébastien et les sports, et beaucoup de sport aujourd'hui. Sébastien. Beaucoup de choses à voir à Manu pour cette dernière de l'année 2017, dernière de l'année de l'Instant Sport. On va parler de tennis avec la Coupe Davis, un petit retour sur la conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière, du football avec le match Annecy-Paris Saint-Germain, la réserve du Paris Saint-Germain bien évidemment, mais aussi de sport d'hiver avec les biathlètes, de patinage artistique, et on aura un long focus sur l'équipe de France de bobsleigh avec son pilote Loïc Coster que j'ai eu le plaisir d'interviewer par Skype cet après-midi. Une longue interview à découvrir tout à l'heure. Hâte de voir ça. Merci beaucoup Seb. Merci. Et puis avec toi Fanette. Bonsoir Fanette. Bonsoir Manu. On va parler des titres de l'actu qui seront développés d'ici une petite demi-heure. Oui. Et à commencer par un nouveau contrat État-région. Voilà, ce sont des contrats signés régulièrement entre l'État, la région et des collectivités. Ce coup-ci, c'était avec le Grand Annecy. Donc il y a une petite trentaine de projets qui seront financés grâce à ce contrat. Ça représente tout de même 50 millions d'euros. Et puis il sera également question de bûches de Noël un peu plus léger. Voilà, un peu plus léger, sauf que là, c'est une sacrée organisation puisqu'il faut nourrir, entre guillemets, 6000 personnes de bûches. Donc c'est Kimberley Trivio qui est allé faire un tour dans la cuisine centrale d'Annecy puisqu'ils doivent réaliser 1 millier de bûches en quelques jours. Même. Et elles sont toutes faites maison. Ah bah, magnifique tout ça. On passe à la revue de presse. Merci beaucoup, Seb. Je te laisse te préparer. Avec notamment... Cocorico, des chiffres qui font vraiment, qui valent le détour pour nos amis de Radio Meux. Voilà, tu aimes bien Radio Meux, tu la mets souvent en rédac. Et donc en fait là c'est le classement des radios écoutées en ligne. Et au 10e rang, on voit Radio Meux avec près de 2 millions d'écoutes actives, coincé entre Nostalgie, Rire et Chanson, Chérie FM. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait vraiment plaisir, comme quoi nos goûts musicaux ils sont enfin reconnus. Et puis on parle du moustachu le plus célèbre du web. Voilà, c'est la dernière vidéo que Rancho, alias Enad Gavaggio, a mis en ligne. Donc ça c'est Montagne Mag qui l'a mis en ligne aujourd'hui, mais ça fait une petite semaine. Il y a déjà d'ailleurs plus de 700 000 vues. Donc on va voir un petit extrait. Au début, voilà, on voit d'abord un hommage à David Poisson, évidemment. Bien sûr. David qui était de nombreux numéros dans les épisodes de la Rancho, on l'a vu à 4 ou 5 reprises déjà sur les 5 saisons donc, qui sont en cours du freestyler. Voilà, déjà. Et là c'est l'extrait, donc normalement il y a un petit peu de son. Très bon choix les gars. On y va? Boom, 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 boom. Shoot you right down. All your feet. Allez, travaillez la souplesse. Encore 2 minutes. I love to see you walk, moving down the floor. Donc le speech, on l'aura peut-être compris, c'est Pierre Dardivel, d'ailleurs, je me demande si tu ne l'avais pas reçu sur ce plateau, qui entraîne avec Gavaggio à la pente raide. Et donc après, un petit peu plus tard dans la vidéo, on le voit vraiment en pente raide. C'est assez impressionnant, donc ça vaut le détour. C'est un petit quart d'heure de vidéo sympa. On vous le conseille, hein. C'est vrai qu'avec des grands noms aussi du ski qui sont vraiment rassemblés pour ce numéro, et Jérémy Heights, Aurélien Ducrot, Glenn Blake, enfin que des grands noms de la pente raide, vraiment c'est à voir. Et puis toi Manu, tu nous proposes une petite info sur une course où il ne faut pas être frileux, du côté de Genève je crois. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Avant ça, voilà. En un premier temps, on va rester en montagne déjà. Voilà. Dans les Hautes-Alpes, et plus exactement sur le col de l'Échelle. Alors, c'est pas tout à fait chez nous, hein. C'est à la frontière franco-italienne entre les parcs naturels de la Vanoise et des Écrins. Et ce dimanche, près de 300 personnes s'étaient rassemblées symboliquement pour former une sorte de cordée solidaire et rappeler éternellement les dangers de la montagne et
ceux de la crise migratoire. Alors, je sais, pour beaucoup, les deux sujets n'ont pas forcément de lien, de relation, et pourtant le choix de l'itinéraire n'était pas anodin, puisque le col de l'Échelle, c'est l'un des points de passage les plus empruntés par les clandestins qui tentent de rejoindre la France depuis l'Italie. Et puis, d'ailleurs, ce dimanche, la prévention s'est transformée en mission humanitaire, puisque le groupe a découvert un jeune Africain de 22 ans, lié pieds nus et en état d'hypothermie avancée, alors qu'il tentait justement de passer la frontière à plus de 1700 mètres d'altitude. Donc ce dernier a été secouru, emmené à l'hôpital de Briançon. Bienvenue en France, comme on dit. Et puis du côté de Genève, donc une course voilà, où il ne faut pas avoir froid aux yeux. Ouais, c'est un petit coup de cœur sympa pour ceux qui commencent à être malades en ce début d'hiver. Ce dimanche, donc, c'était également le rendez-vous incontournable de la Coupe de Noël à Genève. Donc c'est la 79e édition, au cours de laquelle de nombreux courageux, plus de 1800 cette année, se sont jetés à l'eau pour 120 mètres de natation. Dans des eaux à peine au-dessus de 5 degrés, c'était à Genève, donc ce week-end. 90 groupes se sont succédés, la plupart déguisés, un grand moment pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Et d'ailleurs, il y a le groupe des Vikings, une association annécienne qui fait la même. On a déjà fait des reportages avec eux. Voilà, mais pour eux, ce sera du côté du 1er janvier. Merci beaucoup, Fanette. Merci Manu, bon courage, accroche-toi. Ça va bien se passer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis on va parler culture tout de suite sur ce plateau avec un invité par Skype, si je ne m'abuse. Voilà, par FaceTime. Guillaume Callot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le délégué général du Festival de cinéma européen des Arcs. Tout un programme, ça a commencé ce week-end, comme chaque année, c'est la 9e édition. Alors, de quoi il est question? J'ai cru comprendre que cette année, le mot d'ordre, c'était Mountain Chic. Oui, alors ça, c'est notre mot d'ordre pour les cérémonies. On essaye de booster un peu le standing des cérémonies en proposant aux gens de venir bien habillés, un petit peu comme on fait dans les festivals comme Cannes. Voilà. Et en même temps, comme on est à la montagne, on ne va pas imposer les talons hauts, etc. Donc on s'est dit, Mountain Chic, ça fait un truc un peu à nous. Parce qu'on est un peu comme ça, on est des montagnards, donc on la joue à la cool. Donc c'est le côté strass, paillettes, mais décontracté des Arcs, finalement, ça vous va bien. Alors il y aura de nombreux rendez-vous tout au long de ce festival. Quels sont les points incontournables? Oui, alors il y a bien sûr la compétition du festival où on va montrer 10 films, enfin on a déjà commencé à montrer 10 films à tout le public et au jury qui est très prestigieux. Cette année, on a un focus sur le cinéma allemand. On a des films qu'on appelle auteurs avec un H, puisque là encore on est à la montagne, donc autant mettre un petit H pour montrer que c'est à la fois des films exigeants, mais de notre choix. On a une section Playtime qui est beaucoup plus ouverte avec du film du genre, de la comédie romantique, des choses comme ça. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également une compétition de court-métrage. Ça fait en tout 120 films. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et puis c'est sur tous les sites de Bourg-Saint-Maurice et des Arcs. Alors c'est aussi un festival hors les murs, puisque je crois qu'il y a une opération qui a été notamment montée avec les salons de coiffure de Bourg-Saint-Maurice, qui ont été équipés de tablettes. Vous êtes bien renseignés. Oui, on a fait un truc un peu rigolo parce que les courts-métrages, c'est quelque chose que on n'a pas beaucoup l'occasion de voir. Et venir au court-métrage, c'est parfois une idée où on va plutôt voir les gros films là où il y a des beaux acteurs, des belles actrices qui viennent les présenter. Et les courts-métrages sont parfois un peu délaissés. Alors, puisque les gens ne viennent pas les voir, on va vers les gens. Et donc, à Bourg-Saint-Maurice, quand on attend avant de se faire couper les cheveux, on peut regarder des courts-métrages, voire même pendant qu'on se fait couper les cheveux, il faut juste faire gaffe au fil. Pour ça, moi, j'ai mis mes oreillettes sans fil, ça marche mieux. On voit ça. Comme quoi, la technologie, ça permet d'apporter la culture à tout le monde. Et puis, je suis allé chez le coiffeur il n'y a pas longtemps, vous avez vu aussi. Hein. J'avoue, très saillant, cette petite coupe. Je vais peut-être m'y mettre. Quant au prix, à la délibération du jury, ça va se passer quand? Alors, le prix, la remise des prix se fera vendredi soir. Donc, ça se fera à Arc 1800, à la salle Taillefer, à partir de 18h30. Donc, il faut venir tôt, parce que les places sont chères. Enfin, elles sont chères, elles sont pas chères, mais elles sont très prisées. Et puis, il faut venir en Mountain Chic, évidemment. Donc, vous aurez tout le jury qui vous dévoilera le palmarès de cette année, à la fois en court-métrage et en long-métrage.
Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Guillaume Callot Mais je vous d'avoir en prie, été merci à vous. avec nous lors de cette émission et on vous souhaite une bonne continuation avec le festival. Merci beaucoup. Au revoir. Et j'accueille sur ce plateau Jean-Philippe Fage, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président du mouvement démocrate de Savoie. Une lourde responsabilité. Vous êtes le président depuis un mois, tout pile, on disait. Et puis, grosse actualité, puisque ce week-end, c'était justement le congrès du parti, au cours duquel François Bayrou a été reconduit avec ses fonctions de président. Alors dites-moi, c'est vrai que le MoDem en Savoie, c'est un ancrage typiquement centre-droit historique, Oui. mais il y a fort à faire sur ce territoire. Oui, c'est vrai, il y a fort à faire parce que, comme tout mouvement politique, eh ben, on a des soubresauts et puis on est soumis aussi à l'évolution de l'histoire. Alors je pense que le mouvement démocrate est dans ce sens de l'histoire. Il était d'ailleurs précurseur du mouvement En Marche. Et donc on poursuit finalement cette marche avec La République En Marche, côte à côte. Il n'y a pas d'opposition majeure. Il y a des différences. Mais moi, je m'attache surtout à regarder les ressemblances et à voir ce qui peut nous unir. Et même au-delà de La République En Marche, il y a aussi d'autres partis qui portent les mêmes valeurs que nous et dont peut-être nous allons parler tout à l'heure. Alors justement, c'est vrai que lors des derniers scrutins, il y a la députation. Patrick Mignola, élu MoDem, a été justement intronisé dans la 4e circonscription, oui. En remplacement donc, de Bernadette Laclais. Aujourd'hui, on ne va pas parler de force de frappe, mais vous êtes implanté dans le territoire et ça rassemble beaucoup de gens. Quels sont les projets pour ce territoire de la Savoie? Alors, premier projet, donc je vous ai dit, c'était rassembler autour de nos valeurs. Nos valeurs, nous, c'est la démocratie. Première valeur, c'est la démocratie. Et c'est pour cela que moi, je suis rentré dans le mouvement démocrate. C'est parce que c'était le seul mouvement politique à l'époque qui était pragmatique, qui regardait à gauche, qui regardait à droite, et qui pouvait construire un projet en dépassant ces clivages droite-gauche, qui sont, pour moi, totalement archaïques. Et c'était aussi, le mouvement démocrate est un parti qui est structuré un petit peu différemment des autres. Voilà, donc nous avons le nom qui porte la démocratie, mouvement démocrate. Nous sommes le seul parti en France qui porte ce mot de démocratie. Et ça veut dire quelque chose. Démocratie, c'est Démoskratos, c'est le pouvoir au peuple. Alors, c'est pas faire du populisme, parce que nous, on pense que le peuple, il peut être éclairé. Et voilà, donc notre rôle, c'est d'éclairer le peuple pour qu'il choisisse soit des projets qui soient porteurs de sens sur leur territoire. Alors, en Savoie, par exemple. Alors, en Savoie, vous avez un député. C'est vrai que La République En Marche a trusté de nombreuses places lors des derniers scrutins. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment un rapprochement qui est à l'œuvre. Alors, il y a un rapprochement. Le rapprochement, en fait, il existe de fait, puisque, je vous ai dit, nous avons la même vision des choses, nous allons dans le même sens. Nous allons dans le sens de l'histoire. Quand on voit, par exemple, que d'autres partis essayent de tirer vers les extrêmes, nous allons dans le sens que les Français ont décidé d'aller. Et ça, c'est pour moi du pragmatisme. Et donc, ça veut dire que sur le territoire de Savoie, au-delà de ces perspectives électorales, sur le territoire de Savoie, nous devons montrer que nous sommes porteurs de projets qui ont du sens pour les Savoyards. Alors, par exemple, un exemple de projet. Alors, un exemple de projet, eh bien, c'est une implication dans la vie d'entreprise, dans le monde économique. C'est comme je le fais moi sur un territoire, donc le territoire de l'avant-pays savoyard, qui n'est pas mon territoire, puisqu'il est rattaché à notre circonscription, étant basé, moi, sur Chambéry, eh bien... Vous n'êtes pas élu. Je ne suis pas élu. Vous n'avez jamais été élu. Je n'ai jamais été élu. Je crois que j'incarne aussi le renouveau politique, parce que je n'ai jamais été candidat à une élection. Et eh bien, donc je veux aujourd'hui porter un projet, par exemple, de mobilité sur ce territoire d'Aiguebelette, de l'avant-pays savoyard, du Val-de-Guiers, qui se trouve un petit peu à un carrefour entre le Rhône, l'Isère et la Savoie. Et ça dépasse même la circonscription, les limites départementales, puisque ces personnes-là vont travailler soit dans le Rhône, soit dans l'Isère, soit en Savoie.
C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des lacunes, vraiment, au niveau de la mobilité sur ces territoires-là? Oui, il y a forcément, enfin, si vous êtes sur ce territoire-là, vous vous sentez un peu isolé, les lignes de bus sont épisodiques, le train passe, voilà, mais il ne s'arrête pas forcément aux gares sur ce territoire. Donc c'est par exemple un projet qui a du sens pour ce territoire. Je reviens un petit peu au niveau national et voir plus. C'est vrai que le prochain scrutin, la prochaine date clé, c'est les élections européennes. Oui. C'est dans pas très longtemps, c'est 2019, donc il y a le temps de voir venir. Mais François Bayrou, justement, a déclaré à l'occasion de votre congrès du mouvement démocrate de ce week-end qu'il souhaitait une maison commune entre Modem et La République En Marche. Ça vous évoque quoi? Une maison commune, ça veut dire que finalement, on peut se retrouver dans la même maison, on peut discuter, on est en famille. Une maison, c'est ça, c'est être en famille. On peut avoir des divergences, parce qu'une famille sans accroc, c'est pas une famille. Donc on peut avoir des divergences, mais cette diversité, c'est notre force. Et c'est à nous de construire aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les Français, c'est ce qu'attendent aussi les Savoyards sur notre territoire, c'est de construire l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays, eh bien, il se fait pas avec des divisions, il ne se fait pas en essayant d'opposer les uns aux autres. Il se fait quand on se rassemble, et on peut se rassembler, nous, on a la même vision que les jupéistes, on a la même vision que le Parti radical, on a la même vision que certains de l'UDI qui se sentent un peu malmenés, et donc voilà, on peut se rassembler. On a la même vision peut-être aussi que le Parti radical de gauche. On partage cette vision. Donc finalement, pour reprendre le terme qui était très en vogue lors des dernières présidentielles, vous êtes très Macron-compatible. Alors, Macron compatible, là vous ramenez à un homme, moi je ramène à des idées. Moi je ramène à des idées, par exemple, donc je vous ai parlé de la démocratie tout à l'heure, mais je vous parle de la justice. Nous sommes très attachés au Modem, à la justice sociale. On pense que sans justice sociale, on ne peut pas construire de projets qui intéressent les Français. On ne peut pas mettre à l'écart une partie de la population. Voilà. Et c'est pareil pour l'Europe. Si on ne fait pas une Europe sociale et solidaire, on n'arrivera pas, et l'Europe, on sait, elle s'effondrera. Donc il faut commencer par cela, il faut commencer par réformer les institutions européennes. C'est un grand chantier de réformer les institutions européennes parce que personne, vous comme moi, je pense qu'on n'y comprend rien. On ne sait pas qui décide, et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est de dire, ben voilà, finalement l'Europe, on va la simplifier pour vous, pour les Français, mais aussi pour les autres pays qui sont autour de nous. Et puis il y a une évolution de l'Europe. On entend, vous voyez, il y a une Europe des régions qui se prépare. Ça, c'est le sens de l'histoire, l'Europe des régions. En Savoie, pourquoi pas? Ça peut bien sûr naître en Savoie. On voit la Catalogne, on voit la Corse, et pourquoi pas la Savoie? C'est pour moi, l'Europe des régions, c'est quelque chose il faut pas avoir peur de ça. C'est quelque chose qu'on pressent, c'est l'avenir. Merci beaucoup, Jean-Philippe Fage, d'être venu avec nous sur ce plateau aujourd'hui. On le rappelle, nouveau président du mouvement démocrate en Savoie. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous laisse repartir direction la régie. Merci. Et tout de suite, on va accueillir notre monsieur sport, Sébastien Germain. Salut Manu. Salut Steb, re-bienvenue. Alors beaucoup de choses à voir. C'est vrai. Pour cette dernière de l'année, on va bien évidemment parler des sports d'hiver. Impossible de ne pas l'évoquer. On commence avec le biathlon et la Coupe du Monde au Grand Bornand et le Super Sunday des biathlètes français sur la Mastart. Chez les filles, Justine Breza, la Savoyarde d'origine, originaire des Saisies, s'impose pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde. On voit les images. À hauteur d'un 19/20, Justine Breza a fait la différence sur les skis. Superbe début de saison pour Justine Breza. Une victoire et 2 deuxièmes places. Chez les hommes, on l'attendait, Martin Fourcade s'est enfin imposé en France avec une 65e victoire en Coupe du Monde. Rendez-vous compte, 65 victoires en Coupe du Monde. Un week-end quasi parfait pour Martin Fourcade qui signe 3 podiums et en 3 courses. Il est aujourd'hui, donc le champion olympique de Sochi est aujourd'hui leader de la Coupe du Monde avec là aussi un chiffre assez impressionnant, 8 podiums en 8 courses cette saison. C'est vrai que c'est impressionnant ces images de la ferveur populaire du Grand Bornand, mais il y a d'autres disciplines sur lesquelles on va s'intéresser. Olympiques, elles aussi, on va parler de bob à 4. Oui, avec les Bleus qui viennent d'achever la première partie de la Coupe du Monde de bob à 4 avec une 15e place en Autriche. On va tout de suite d'ailleurs regarder une interview Skype de Loïc Coster, le pilote du bob français, une interview que nous avons réalisée ce lundi après-midi. Ok. Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors on rappelle, vous êtes le pilote de l'équipe de France de bobsleigh à 4. Alors ce week-end, vous étiez en Autriche, du côté d'Innsbruck, pour la 5e manche de la Coupe du Monde. Vous vous classez 15e. Voilà, c'est ça. On était donc hier à Innsbruck sur la piste d'Eagles en Autriche pour la dernière Coupe du Monde de la première partie de saison. On termine 15e de cette course très serrée parce qu'on est seulement à 13 centièmes de seconde de la 10e place après 2 descentes. Donc piste très serrée où les centièmes n'ont pas joué en notre faveur, cette fois-ci du moins. Donc voilà, on termine 15e, résultat pas espéré, mais ça reste quand même une belle place avec un top 15 à la clé. Alors, quel bilan vous tirez de cette première partie de Coupe du Monde? Après 5 épreuves, vous êtes donc 15e au classement général. Voilà, 15e au classement général. Donc déjà, c'est notre meilleure première partie de saison. On a notre meilleur classement en Coupe du Monde, c'était 17e à l'issue de la saison dernière. Donc aujourd'hui, 15e, on va dire qu'on part sur de meilleures bases. Après la première partie de saison, des résultats, notamment en termes de place, qui ont été un petit peu hétérogènes. On a fait 2 fois 17e, une fois 6e, et puis ensuite 14e et 15e. Ça s'explique surtout par une chose cette année, c'est que c'est très 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 dense sur les courses de bob à 4 et très serré. Donc aujourd'hui, voilà, en faisant quelques fautes, on peut perdre 15-20 centièmes et perdre 5, 6, voire 7 places. Et alors, un jour où on arrive tout mettre bout à bout, une bonne poussée, des bonnes descentes et du matériel bien préparé, on peut faire ce qu'on a fait à Whistler, un 6e en bob à 4, à 5 centièmes de seconde uniquement de la médaille. Et en bob à 2, ce même week-end-là, on termine 12e, ce qui est aussi un très très bon résultat, et aussi à 5 centièmes de la 10e place. Donc voilà, très serré. Donc ça explique un petit peu nos places qui fluctuent au classement, mais en soi, voilà, sur la progression, sur notre niveau, il n'y a pas autant d'écart, je dirais, d'une course à l'autre. Alors pour que les gens se rendent compte, 6e, vous l'avez dit à Whistler, c'était tout simplement le meilleur résultat français depuis 10 ans. Voilà, 6e, c'est le meilleur résultat depuis notre entraîneur, Bruno Mingeon, quand il était aux manettes du bob français avant les Jeux Olympiques de Turin. Donc le dernier top 10, c'est lui qui l'avait réalisé. Et c'était, donc, si je ne me trompe pas, en 2005. Donc voilà, ça fait 12 ans qu'il n'y avait pas eu un bob français dans les listes. Du moins, j'ai réalisé déjà une fois un top 10 sur une Coupe du Monde, mais il n'y avait pas tous les équipages présents. Donc voilà, il faut nuancer un petit peu. Mais sinon, sur une Coupe du Monde où il y avait vraiment tout le monde, tout le gratin mondial, ça faisait plus de 10 ans que ça n'était pas arrivé. Donc c'est super, quoi. Surtout l'année des Jeux. Ça montre qu'on a le potentiel de faire au moins aussi bien aux Jeux Olympiques. En l'ayant fait en Coupe du Monde, on peut le faire aussi sur les Jeux Olympiques. Donc voilà, on est super content de cette perf de pointe qu'on a pu réaliser cette année. Justement, les Jeux Olympiques de Pyeongchang, la Fédération française des sports de glace croit en vous. Quelles sont les conditions, concrètement, quelles sont les conditions pour que vous obteniez votre place pour les Jeux Olympiques? Alors les conditions, déjà, il y en a une. La première, c'est obtenir le quota international. Ça, c'est relativement simple. Pour faire simple, il faut être dans les 30 meilleurs mondiaux. Donc aujourd'hui, avec notre 15e place en Coupe du Monde, voilà, on prouve vraiment qu'il n'y a aucun problème. Et après, le minima, on va dire français, c'est du niveau top 10 mondial. Aujourd'hui, ce que veut aussi le Comité national olympique français, c'est des athlètes, que ce soit nous en bobsleigh, mais même, je pense que c'est la même chose chez les skieurs, des athlètes qui ont le potentiel de terminer dans les 8 premiers aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ça ne veut pas dire être à chaque fois dans les 8 premiers sur toutes les courses, mais c'est avoir ce potentiel, avoir ce niveau, être capable de réaliser le jour J cette performance. Donc voilà, nous, la fédération est un petit peu plus souple en nous disant niveau top 10 mondial, mais ça ne veut pas dire faire top 10 à toutes les courses. Même hier, quand on voit qu'on est 15e, mais à seulement 13 centièmes de seconde de la 10e place, effectivement, en termes de place, ça peut paraître loin, mais finalement, en termes de performance, des fois, c'est l'écart qu'il peut y avoir seulement entre le 10e et 11e. Donc voilà, mais le niveau recherché, c'est top 10 mondial. C'est évidemment tout le mal qu'on vous souhaite. Juste avant de se quitter, une petite ombre au tableau, vous avez décidé de stopper la saison en bob à 2. Voilà, malheureusement, en bob à 2, on sort une très grosse perf à Whistler, où on termine 12e, donc sur la tournée américaine, sur la dernière Coupe du Monde. Et à l'issue de ce week-end, donc, je me fais une petite blessure à l'ischio-jambier, donc une petite contracture.
10 jours de repos avant de repartir sur la Coupe du Monde de Winterberg, pas le temps de la soigner complètement. Et puis voilà, on a eu encore 2 semaines de Coupe du Monde entre Winterberg et Eagle. J'ai dû courir dessus. On n'a pas voulu prendre de risque à enchaîner à chaque semaine 2 jours de course, c'est-à-dire et le samedi et le dimanche, au risque de me blesser complètement. Et si moi je suis blessé, on ne peut pas me remplacer dans le bob. Donc c'est-à-dire c'est toute l'équipe qui est pénalisée. Donc voilà, pas de prise de risque. On met le bob à 4 en avant parce que c'est la volonté de la fédération, c'est de parfait au jeu en bob à 4. On sait aussi que c'est là qu'on est les plus forts. Donc voilà, pas de prise de risque. C'est très dommage quand on sort d'une 12e place de se dire qu'on arrête, surtout en année olympique. C'est pas facile, c'est dur. Maintenant, j'espère juste qu'on aura fait le bon choix et qu'on va le montrer. Merci en tout cas Loïc Coster. On vous souhaite évidemment de bien belles fêtes de fin d'année. En profitez-en pour bien recharger les batteries. Et puis il vous reste 3 étapes pour décrocher ce fameux sésame. Ouais, excusez-nous pour quelques petits soucis de désynchronisation. Bon, c'est les aléas du direct, hein, on s'excuse et on essaye de vous remettre ça tout bien pour les prochaines éditions d'Accès Direct. Seb, on parle patinage artistique à présent. Oui, puisque ce week-end avait lieu le championnat de France élite du côté de Nantes, en Loire-Atlantique. Et Léa Serna du Sport des Glaces d'Annecy, qu'on avait reçu sur ce plateau d'Accès Direct, a remporté la médaille de bronze chez les filles. Très très belle performance pour la jeune athlète qui sera remplaçante donc pour les championnats d'Europe du côté de Moscou. On l'écoute. Cette médaille de bronze, elle représente avant tout le départ de ma nouvelle carrière parce que j'ai eu 2 ans de blessures et j'ai eu 2 ans difficiles et là ça relance, ça prouve que je suis encore dans la partie, que je suis dans le coup et que je suis toujours prête. Après 2 ans de blessures, c'est sûr qu'on se pose tous la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Est-ce que je veux plutôt me diriger vers les études? Je venais d'avoir mon bac et tout. Mais au final, là, oui, ça me conforte. Avant de monter sur la glace, j'avais beaucoup d'assurance. Je savais que je savais les faire, c'était pas la première fois que j'allais les faire en entier, réussi, bien et tout. Donc, en fait, tout ce qu'il fallait, c'est que je fasse ce que je sais faire. Et du coup, quand je suis sortie de la glace, oui, je savais que les points, ils allaient monter parce que c'était fait et c'était bien. Et Seb, on prend la direction d'Albertville qui accueillera dès février prochain le tout premier tour de la Coupe Davis. Une très bonne nouvelle pour tous les passionnés de tennis. On sait qu'il y en a en Savoie-Mont-Blanc. Et tout de suite, on regarde ton reportage. Un an après avoir accueilli quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète handball avec les championnats du monde, la Halle Olympique d'Albertville s'offre donc une nouvelle affiche de prestige avec ce premier tour de la Coupe Davis 2018, France-Pays-Bas, du 2 au 4 février prochain. La Bandanoa viendra donc étrenner son tout récent titre de championne du monde en Savoie. C'est encore pas retombé les effets, donc tout le monde va en profiter. Tout le monde a envie de voir cette équipe de France. On a un nombre de demandes là, assez incroyable pour venir à ces différents matchs de cette rencontre. Donc oui, l'effet de la victoire, il est indéniable. Après 35 longues années d'attente, la mythique compétition revient sur les terres alpines. Et quand on sait que l'ancienne Ligue Dauphiné-Savoie est la plus importante de France en nombre de licenciés, on se dit que l'anomalie est enfin réparée. C'est une véritable récompense pour nos clubs, hein, pour tous nos clubs, pour les 400 clubs, mais aussi pour toute la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est vrai que pour l'ancienne Ligue Dauphiné-Savoie et les Pays de Savoie, c'est une énorme récompense par rapport à cette terre de tennis, à tous ceux qui sont fans de cette équipe de France. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aussi bien la région que la communauté de communes, que la ville, que le conseil départemental sont en phase. Donc ça change tout, quoi. Et là, on y est allé collectivement et cette force collective, il n'y a pas beaucoup d'autres régions qui peuvent frapper aussi fort que nous. Pour la Cité olympique, l'organisation de cette rencontre de Coupe Davis est évidemment un très gros coup. Et ce sera une nouvelle fois l'occasion de montrer tout son savoir-faire. Maintenant, on commence à vraiment pouvoir fédérer les équipes ensemble, les associations également. Hein. On a toujours les bénévoles 92 qui sont là, le comité des fêtes qui sont des forces vives aussi, hein, dont on n'entend pas parler, mais qu'il faut mettre en lumière. Et effectivement, dans cet ensemble-là, on arrive à bien travailler. C'est, je pense, une force qui a fait que notre dossier puisse être retenu. Bienvenue au tennis olympique Albertville, le club local dont les cours couverts sont situés juste derrière la Halle Olympique. Ici, ces 3 jours de fête sont vécus comme une superbe aubaine. On va tout faire en tout cas pour surfer sur cette vague et profiter un petit peu de cet événement pour que les enfants aient envie de jouer au tennis. Et nous, on va tout faire pour leur donner cette envie-là, voilà, et que l'école de tennis grossisse, voilà, tout simplement. Ce match France-Pays-Bas se jouera sur surface rapide et environ 6500 personnes sont attendues chaque jour de compétition. Un rendez-vous à ne pas manquer. Hein. Et pour aller jusqu'à la fin de cette chronique, un peu de foot. Oui, on va parler du championnat de France de National 2 puisque vendredi soir, le FC Annecy
accueillait la réserve du Paris Saint-Germain au Parc des Sports, sous la neige, dans le froid. Alors, hein, pas de Neymar ou encore de Mbappé, cette équipe parisienne est essentiellement composée de jeunes joueurs issus du centre de formation. On regarde tout de suite le résumé de cette rencontre. Dans cette froide soirée annécienne, ce sont les jeunes joueurs de la réserve du PSG qui se mettent les premiers en évidence à la 17e minute avec cette frappe de Hassani, bien captée par Julien Pérez. Le FC Annecy se montre enfin dangereux 3 minutes plus tard. Sur un centre de Valentin Jacob, le ballon revient sur Nassim Akrour qui ne parvient pas à accrocher le cadre. La jeune garde du Paris Saint-Germain est sans complexe dans cette première période. Et sur ce corner, El Koumisti est tout proche d'ouvrir le score. Juste avant la mi-temps, Valentin Jacob, encore lui, se crée une belle opportunité, mais sa frappe est trop centrée pour menacer le gardien parisien. Score à la pause 0-0. En seconde période, les Rouges du Fessé semblent être revenus avec de bien meilleures intentions. Et l'entrée de Cédric Barbosa à la 53e minute donne une impulsion à la ligne offensive. Exemple à l'heure de jeu avec cette chevauchée de Nicolas Poulain, qui voit sa frappe repoussée par Descamps. À force de pousser, les Hauts-Savoyards finissent par trouver l'ouverture à la 68e minute. Corner de Cédric Barbosa. Valentin Jacob place une superbe tête lobée décroisée pour inscrire son 10e but de la saison. 5 minutes plus tard, les Parisiens réagissent avec cette frappe de Riemann, difficilement repoussée par Julien Pérez. Mais l'abnégation du PSG va être récompensée à 8 minutes de la fin du match, avec ce pénalty après cette faute de Damien Moulin. El Koumisti ne tremble pas et marque tranquillement pour égaliser. Dans la foulée, Yanis Meguirech a la balle du 2-1 au bout du pied, mais sa frappe manque de puissance. Score final, un but partout. Un match frustrant sur le terrain et au niveau du tableau d'affichage pour les Rouges. Très déçu du scénario, parce qu'on avait fait quelque part le plus dur en ouvrant le score. Ce soir, c'était pas forcément la production et la qualité de jeu qu'on recherchait. On cherchait la gagne, c'était important de gagner. Sur nos moments forts, on n'a pas su marquer assez tôt. Après, on marque quand même. Et là, normalement, il faut tenir quand tu es une équipe qui joue le haut de tableau. Et on n'a pas su le faire. Donc forcément, un échec. Invaincu en championnat depuis 5 rencontres, le Fessé enchaîne les matchs nuls et n'avance pas au classement. On prend déjà moins de buts, donc on est plus difficile à battre. Par contre, c'est vrai qu'au niveau comptable, sans avoir perdu, on ne prend pas énormément de points. On est toujours à peu près dans la course. Mais c'est vrai que c'est frustrant d'avoir un 4e nul en 5 matchs parce qu'on sent qu'on peut faire mieux sur le score. Les Annéciens terminent la phase allée du championnat de National 2 ce mercredi avec un déplacement périlleux à Belfort. Et comme chaque fois, vous en avez pris l'habitude, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Seb, quelques résultats. Quelques résultats. Donc on vient de voir en image National 2 football, 14e journée. Le match nul entre le FC Paris et le Paris Saint-Germain, un but partout. Du basket avec la victoire d'Aix-Maurienne Savoie Basket contre le Havre 78-67. Aix-Maurienne est 14e sur 18. En hockey sur glace, bonne performance pour les joueurs d'Annecy qui étaient derniers avant ce match. Une victoire 7-4 contre Cholet. C'est plus compliqué en revanche pour Mont-Blanc qui s'incline 5-9 à domicile contre Nantes. Et une défaite du côté de Anglette pour Courchevel, Méribel, Pralognan. Et c'est tout pour les résultats. Merci beaucoup Seb. Pas de waterpolo? Pas de waterpolo, c'est la trêve. Ah. On se retrouve l'année prochaine. Je suis bien déçue. Fanette, quant à toi, dans quelques instants, le JT, quels sont les titres? On reviendra sur le contrat État-région qui a été signé avec le Grand Annecy, 26 projets financés à hauteur de 50 millions d'euros. Pas mal. Et un tour dans les cantines scolaires? Un tour, non, dans la cuisine centrale. C'est l'étape avant les cantines. Et donc, ils sont en train de fabriquer 1 millier de bûches, rien que ça. Ils ont bien de la chance, les petits enfants. Voilà, donc ça va partir dans les écoles, les maisons de retraite, etc. cette semaine. Ça nous met dans l'ambiance. Super. Merci beaucoup les amis. Merci à toi. Voilà, cette émission est maintenant terminée. N'oubliez pas, si vous voulez revoir tous ces passages merveilleux en compagnie de mes chers collègues, c'est sur le replay ou sur nos réseaux sociaux que ça se passe. Quant à moi, on se retrouve très bientôt et à bientôt sur 8 Mont Blanc.